va passer à cette troisième histoire Ils dramatique. Un jeune de 16 ans tué lors d'une fête de village. C'est un truc de fou. Ça, c'est Thomas qui a été tué, poignardé dans une bagarre. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. Une expédition punitive. C'est dans un petit village près de Valence, dans la Drôme, à Crépol. Un grand bal. Dans ce petit village de campagne. Tous les jeunes et un peu moins jeunes, d'ailleurs, viennent s'amuser. Il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas organisé un bal. L'ambiance était plutôt festive. Tout se passait bien jusqu'à 2h, 2h10 du matin. Au moment où le bal touche à sa fin, il y a une arrivée massive d'une dizaine de personnes qui, très vite, ont voulu rentrer à l'intérieur de la salle de bal. Refoulé par le videur, parce que d'une part, parce que c'était fermé, d'autre part, parce que c'était une soirée privée. Une bagarre éclate entre le videur et ces jeunes qui sont arrivés. Ça a dégénéré parce que d'autres se sont emmêlés pour défendre le videur. Ils ont sorti des couteaux. Il y a une bagarre générale. Un témoin dit, il plantait à l'aveugle. Il tapait des coups de couteau absolument partout. Le videur a eu les doigts sectionnés, coupés, sectionnés. Et malheureusement, dans cette histoire, un jeune Thomas, 16 ans, a été mortellement touché par des coups de couteau. Alors, c'est un déferlement de violence. Il y a même un témoin qui dit que c'était tellement violent qu'au début, j'ai cru à un attentat terroriste. Tellement c'était violent, elle a vu les poignards. Et effectivement, il y avait des très longues lames. J'ai vu qu'il y avait une lame de 25 cm. Donc, c'est vraiment des couteaux pour tuer, quoi. Ils sont venus pour tuer. Il y a 2 blessés graves. Et en tout, il y a eu 6 autres personnes blessées et 17 personnes touchées. Et si le vigile n'avait pas été là, parce qu'il s'interpose, ça aurait pu être encore beaucoup plus sanglant comme bilan. C'est déjà dramatique. Justement, qu'est-ce qu'on sait des agresseurs ? Pour le moment, il n'y a pas énormément de choses. On se dit que peut-être ils ont été refoulés une première fois et qu'ils sont arrivés ensuite. On a parlé aussi d'un quartier sensible, le quartier La Monnaie de Romans-sur-Isère, qui est distant de quelques kilomètres. Voilà, pour le moment, est-ce que c'est une expédition punitive planifiée ? Est-ce que c'est une vengeance après avoir été refoulé de la soirée ? Voilà, pour le moment, à l'heure où on parle là... Il semblerait qu'ils se soient présentés en tout début de soirée. Refoulés. Ils ont été déjà vus à ce moment-là avec des lames de 25 cm. Et c'est à ce moment-là qu'on les a refoulés. Et comme ils l'auraient très très mal pris, ils se sont dit on va revenir en fin de soirée et on le fera à l'extérieur. Et c'est là qu'ils ont attaqué les jeunes qui étaient... Une expédition punitive. On parle d'une expédition punitive, exactement. Il y a Hugo, un autre jeune homme qui est à la soirée, et connaissance de Thomas, qui a malheureusement vu tout ce qui s'est passé. Il a dit, Hugo, j'étais vers l'entrée, j'ai vu Thomas se faire planter un couteau dans le cœur et dans la gorge. Un hélico l'a amené, mais il y est passé, malheureusement. Je suis choqué. C'était un collègue à moi. On était au collège ensemble, je l'ai vu mourir. Il y a eu une bataille entre les agresseurs et ceux qui ont eu le courage de leur faire face. Oui, parce que les autres à l'intérieur n'avaient pas de couteau, n'avaient pas d'armes. Ils avaient juste leurs bras et leurs pieds pour se défendre contre une horde sauvage d'une bonne dizaine d'individus armés de couteaux qui étaient arrivés, comme on vient de le dire, une première fois, puis une deuxième fois pour régler leur compte. Alors, il y a un Chalon où vivait Thomas. Les habitants sont sous le choc, comme Aline. J'ai failli m'effondrer ce matin. Je suis totalement bouleversé. C'est inexplicable. Je le connaissais très bien. Ses parents sont des gens formidables. Il n'y avait pas plus gentil et poli que Thomas. Toujours à traverser la rue pour vous dire bonjour souriant. C'est un acte gratuit. Il n'y a pas de mots. Et c'est vrai que c'est un acte gratuit. Absolument. Il avait 16 ans. C'était un rugbyman. Tout le monde l'adore, ainsi que sa famille. Devant le lycée ce matin, c'était l'état de choc absolu. Donc voilà, on le voit derrière vous. Là, c'est une mort tragique pour une expédition punitive. C'est dramatique. Et ça veut dire quoi, expédition punitive, en fait ? Ça veut dire qu'on veut se venger. On veut se venger. Donc on va dans une soirée, on rentre pas dans la soirée, on revient avec des... On est frustré et on se dit qu'on revient avec des copains. Et voilà. C'est-à-dire qu'il est revenu avec des copains parce qu'il n'est pas rentré dans la soirée. Venus avec des couteaux, ils ont voulu se venger, pas s'être rentrés. Ok, j'attends l'enquête alors. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais j'attends l'enquête, on attend de savoir, parce que ça me paraît juste complètement aberrant, quoi. C'est-à-dire, c'est même pas l'ensauvagement de la société, là, c'est carrément, c'est des barbares, en fait. On rentre pas dans une soirée, on arrive avec des lames et on poignarde les gens. C'est juste incroyable. Et c'est très bizarre. Oui. Je précise que tout se passait bien, c'était bon enfant à l'intérieur. C'est vraiment des gens du coin qui se connaissent et qui s'amusaient.
sur un bal. Après le Covid, enfin, il y avait tout un tas d'événements qui n'avaient pas permis de réorganiser le bal depuis plusieurs années. Donc c'était le premier bal depuis un petit moment et tout le monde était content. Pour l'instant, l'enquête, ils n'ont interpellé personne. Non. Au moment où le drame s'est passé, ils n'interpellent personne. Et là, ils tentent de remonter petit à petit, de travailler sur les différentes pistes, mais c'est pas si facile. Et c'est vrai qu'il y avait 350 jeunes dans la salle des fêtes. Donc ils sont entrés là. Ouais, c'est ça. Et ils sont revenus en voiture à 2 bandes et puis ils ont tapé tout ce qu'ils pouvaient. C'est un tout petit village de 530 habitants, donc c'est sidérant en milieu rural comme ça, c'est incroyable. Je pense que l'enquête sera effectivement compliquée, mais je pense qu'ils y arriveront. Parce que d'abord, ils ont été vus par plein de gens. Et puis c'est la petite ville, Romans-sur-Isère. Ouais, Romans-sur-Isère, c'est pas non plus, c'est pas Chicago. Non. Hein. C'est sûr que ça, ils vont être retrouvés très très vite. On espère, en tout cas, on pense fort à la famille de ce jeune homme. On va revenir sur cette affaire, cette deuxième affaire. Un sénateur accusé d'avoir drogué une députée pour abuser d'elle. Que s'est-il passé? Ça, cette histoire, elle est incroyable. J'y croyais pas. Hein. Alors. C'est complètement fou. C'est un député de 66 ans, non, un sénateur, pardon, de 66 ans qui est... Sénateur d'ailleurs, pas un député. Hein. Non, c'est un sénateur centre-droit, Joël Guerriot. Il est âgé de 66 ans, il en est à son 3e mandat, il est en Loire-Atlantique. Et mardi dernier, il avait invité une députée, là pour le coup, Sandrine Josso, qui a 45 ans, qui est députée du MoDem. Il l'avait invité à dîner à son domicile. Et au début de la soirée, c'était plutôt bien passé. Et le sénateur lui offre une coupe de champagne qu'elle accepte. Je précise qu'ils se connaissent depuis 10 ans, qu'ils sont amis et qu'ils ont une relation assez suivie, mais pas une relation... il ne se passe rien au niveau sentimental entre ces deux-là. Je précise également que Joël Guerriot est marié et père de 5 enfants. D'accord. Et donc, il l'invite à dîner, il lui offre une coupe de champagne, et un quart d'heure, 20 minutes après avoir bu cette coupe de champagne, cette jeune femme, Sandrine Josso, se sent pas bien. Elle se met à transpirer, elle a des sueurs, son cœur se met à battre beaucoup plus vite, une sorte de tachycardie. Et là, elle comprend qu'elle a été droguée. Et elle se souvient même avoir vu son ami, enfin son ex-ami maintenant, Joël Guerriot, sortir d'un tiroir de la cuisine un petit sachet en plastique transparent et il y avait un produit blanc à l'intérieur. Donc elle ne l'a pas vu mettre dans le verre, mais en tout cas elle a fait le rapprochement entre ce mouvement et l'état dans lequel elle se trouve. Et là elle a fait preuve d'un sang-froid incroyable. Il faut dire que le domicile de ce sénateur est assez proche de l'Assemblée nationale. Elle part en très mauvais état à l'Assemblée nationale. Elle demande du secours à des collègues qui étaient encore sur place, qui, compte tenu de son état, ont prévenu les secours. Le SAMU est arrivé, elle a été hospitalisée. On a fait des analyses de sang, d'urine, et on s'aperçoit qu'elle avait de l'ecstasy dans le corps. Et à partir de là, elle a évidemment déposé plainte auprès des services de police. C'est le 3e district de police judiciaire. On a trouvé des analyses. Elle était testée positive à plusieurs drogues. Hein. Oui. Amphétamine, opiacés, cannabis, cocaïne, méthadone, MDMA. Lui. Ah, ça c'est lui. Oui, parce que lui aussi. C'est le sénateur qui est... D'accord. Ceux qui contestent. Hein. Ah, lui, il a Joël Guerriot. Alors lui, frère... Cocaïne. Et d'ailleurs, je précise que lorsqu'il a été interpellé... le surlendemain, il y a eu une perquisition évidemment faite à son domicile et on a retrouvé des l'ecstasy. Alors sa défense, il s'est défendu, sa défense est lunaire, hein, Gilles. Oui, alors c'est absolument lunaire. Alors je précise juste, Cyril, que la députée, elle se méfie un petit peu parce qu'au départ, il l'invite pour fêter les sénatoriales. Ouais. Voilà. Et donc elle pense que c'est au restaurant, puis après il dit non, c'est chez moi. Elle pense qu'il y a d'autres gens. Elle arrive, elle est toute seule, donc elle se méfie. Et après, c'est pour ça que très vite, elle se dit, il m'a fait ingérer quelque chose. Sa défense, lui, c'est incroyable. Alors, son avocat dit, oui, ce jour-là, il n'était pas bien. Son chat est mort. Son chat qu'il adorait est mort. Il n'était pas bien. Un de ses amis, son meilleur ami, lui annonce qu'il est très malade. Donc, il va pas bien. Et puis, il a une petite coupe de champagne. Il se dit, je vais prendre un verre de champagne. Et on lui a donné un produit, dit son avocat. On lui a donné un produit, un euphorisant, il y a quelque temps. Il met dans la coupe de champagne. C'est une coupe colorée. Il met dans la coupe de champagne, puis finalement, il ne boit pas la coupe, il sort. Ouais. Mais il laisse le produit dans une coupe de champagne. Et quand la députée arrive, il sert le champagne dans la coupe, ne se souvenant pas
qu'il y a le produit à l'intérieur. C'est totalement délirant. Mais il nie. Il plaide l'erreur de manipulation. Absolument. Ben oui, parce qu'il dit, j'ai pas voulu lui faire ingérer ça. Je pensais que c'était un euphorisant que j'ai mis dans la coupe, et puis je l'ai oublié. Il n'y a rien de conscient chez moi, voilà, pour lui faire ingérer ça. Il dit que le verre était mal essuyé de la veille, et c'est pour ça qu'il restait des produits sur le verre. Ça paraît plus que léger. Ça paraît plus que léger. Oui, d'accord. Alors, il y a Gérard Larcher qui demande sa démission, le président du Sénat. Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer là? De se mettre en retrait. Il lui a demandé de se mettre en retrait. Mise en retrait. Mise en retrait. Attendez, qui va se mettre. Donc là, il y a l'Assemblée. Ok, très bien. Donc là, le Sénat, il sera un peu. Son patron. C'est Horizon. Ils l'ont démis. Édouard Philippe. Son patron qui le paye. Il est proche d'Édouard Philippe. Édouard Philippe. Édouard. Était venu le soutenir lors des sénatoriales. Exactement. Michel est avec nous, il va faire le point sur les affaires. Et c'est vrai qu'il y a eu des révélations incroyables ce week-end, notamment sur l'attentat d'Arras. On va d'abord commencer par ça. Après, on reviendra sur cette histoire de ce sénateur qui a été placé en garde à vue. Une histoire complètement folle. Il est accusé d'avoir drogué une députée. Cette histoire est folle. Michel va nous la raconter. Et enfin, on évoquera ce drame, ce jeune de 16 ans qui a été tué par une dizaine de personnes armées au couteau dans un village de la Drôme. C'était hier. D'abord, alors vraiment, les incroyables révélations sur le tueur d'Arras. Il paraît que lors de son interrogatoire, le lendemain de son attaque mortelle au couteau qui a coûté la vie à Dominique Bernard, il narguait les policiers. Oui, tout à fait. Il a eu, pendant ses 96 heures de garde à vue, une attitude de défiance en permanence ou en quasi-permanence. On le voit dire, on l'entend dire, vous m'avez manqué, non, je rigole. Il imaginait briser ses menottes comme dans les films. Il dit, ce serait stylé quand même. Compte tenu du crime qu'il avait commis, c'était quand même assez malvenu. Ces 96 heures de garde à vue ont été ponctuées de « je vous laisse deviner », des silences aussi, où je ne souhaite pas m'exprimer, ou encore il se mettait à faire une prière coranique, marmonner les yeux vers le ciel. Après, il explique qu'il voulait aller au paradis, donc parce que il essayait donc de faire de bonnes actions. En étant un bon musulman, fidèle à sa religion qui est l'islam, et il conclut en disant « Seul Dieu décidera si mon acte en fait partie ». Alors, il y a un élément qui est incroyable avant son passage à l'acte et sur son passage à l'acte, c'est qu'il avait tout prévu, tout écrit. C'est ça qui est... Alors, il avait absolument tout préparé, tout minuté. Dans son sac à dos, il y avait 4 feuillets où tout son projet criminel était marqué comme un scénario avec les horaires de bus également pour partir au cas où il aurait réussi à partir. Il avait marqué aussi les heures des sonneries du lycée, quand il y a la récréation et quand les cours reprennent. Il avait également projeté d'acheter un téléphone portable, il y a même le tarif de ce téléphone, 129 €. Voilà, en gros, il avait tout préparé, et ce probablement depuis des semaines, peut-être même des mois. Il avait préparé son geste criminel. Il a même envoyé la une de Marianne décapitée sur un compte Telegram. Oui, alors il a envoyé deux messages. Alors, on n'a pas les destinataires, hein. Ça serait a priori des musulmans russes. Ils n'ont pas été identifiés pour l'instant, en tout cas. Il a envoyé quand même des vidéos de décapitation. Absolument. D'images, de photos. Une qui représente Charlie Hebdo et l'autre qui représente Marianne décapitée, effectivement. Alors, lors de son attaque, il blesse au thorax David V, un prof de PS qu'il prend en chasse dans la cour de récréation. Et leur échange, à ce moment-là, a été révélé. Je l'interpelle immédiatement en lui disant « Mohamed, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ?» Sans qu'il me donne de réponse. J'étais obsédé par son regard noir et froid. Il a commencé à parler en ces termes qui te donnent l'air que tu respires. Qui est le seul Dieu? Je lui ai posé la question « Qu'est-ce que tu veux, Mohamed, que je me convertisse ?» Je lui ai parlé de mes enfants, etc. Tout à fait. Et il faut préciser que David l'avait eu comme, ce professeur l'avait eu comme élève en 6e et en 4e. Donc il le connaissait très bien. Et quand il le voit arriver avec ses yeux de fou, il a un moment de sidération. Et ensuite, quand il comprend qu'il est venu pour en découdre et pour commettre les faits qu'il a commis, il a essayé d'intervenir. Il a été blessé. Il a pris 3 coups de couteau, un au cou, un au thorax et un dans le dos. Alors, vous allez voir, hein, il y a des révélations incroyables, hein, notamment dans le Parisien.